Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du soir. Il est 20h. Tout de suite, les titres. Au sommaire de cette édition, parlons du ministre en charge de l'Intérieur, Jean-Baptiste Tine, qui promet des mesures draconiennes face à la recrudescence des meurtres ces derniers temps. Il compte faire respecter cette promesse en renforçant la présence des forces de l'ordre sur toute l'étendue du territoire sénégalais. Vous suivrez sa réaction dans ce journal. Et puis, rejet de la loi portant sur la dissolution des deux institutions, notamment le CSE et le HCCT, l'État, majoritaire à l'Assemblée nationale. 6 députés de Benno Bokk Yakaar ont voté contre et 14 de Yewwi Askan Wi ont voté pour. Nous y reviendrons plus amplement dans cette nouvelle édition du soir. Et puis nous parlerons religion, Maulid 2024. Face à la presse aujourd'hui à Tivaouane, la coordination de la cellule Zawiya Tijaniya à Tivaouane ont organisé une conférence de presse pour annoncer le message du Khalife général et établir les activités prévues pour le Gamou 2024. Mesdames et messieurs, c'était tout pour les titres. Dans un instant, le développement. Bienvenue mesdames et messieurs dans la bonne heure sur la bonne heure à la bonne info. Il est 20h03 exactement. Parlons de la sécurité. Comme je vous l'annonçais en titre, le ministre de l'Intérieur promet un renforcement de la présence des forces de l'ordre. Le général Jean-Baptiste Tine, qui est le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, a adressé un bilan alarmant concernant les meurtres survenus récemment. Ce samedi, il a révélé que 16 personnes ont perdu la vie de manière atroce entre juillet et août. Face à cette situation, le ministre a annoncé une présence quotidienne de la gendarmerie nationale et la police. Jean-Baptiste Tine a tenu ses propos lors de la passation de service du nouveau gouverneur de Saint-Louis. Il est au micro de Mame Awa Sall. Ces derniers temps, nous avons remarqué une montée des agressions dans les villes, notamment Dakar et sa banlieue. Il y a eu des morts, des meurtres. Les meurtres sont au nombre de 16. Il y a eu 16 meurtres ces 2 derniers mois, en juillet et en août. 16 meurtres sur l'ensemble du territoire. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Nous le déplorons. La police et la gendarmerie, les autorités en général, ne sont pas inactives face à ce phénomène. Nous luttons farouchement contre l'insécurité. Ce que nous allons faire, et j'ai donné des instructions, ça a déjà commencé, c'est de redoubler d'efforts pour renforcer les actions de présence des forces de l'ordre, police et gendarmerie sur le terrain. Nous voulons rassurer la population que personne n'ait crainte de sortir, que personne n'ait peur ni crainte de vaquer à ses occupations. Nous sommes là pour les protéger. Nous demandons aussi leur concours, nous demandons leur mobilisation pour informer les forces de l'ordre à temps. Et puis, poursuivons avec la recrudescence des meurtres. Le commissariat central de Dakar a effectué une vaste opération, autant pour moi, de sécurisation pour lutter contre la recrudescence des crimes et des agressions dans la nuit du vendredi 30 au samedi 31 août 2024 de 21h à 6h du matin. 299 individus ont été arrêtés, dont un pour détention et trafic de couches 10 Kepa, un autre pour détention d'ecstasy, un pour détention de trafic de chanvre indien, 4 pour usage collectif de chanvre indien, 5 pour vol, 1 pour homicide volontaire, 1 pour vol commis dans la nuit en réunion avec usage de moyens de locomotion, 11 pour nécessité d'enquête, 8 pour racolage et 66 pour ivresse publique et manifeste. Pour diverses infractions routières, les éléments du commissariat central de Dakar et ses unités ont également immobilisé 22 motos et 14 véhicules.
Parlons d'autre chose. La commission des lois, comme je vous l'annonçais à titre, a tout bonnement rejeté la loi portant sur la dissolution du Haut Conseil des collectivités territoriales HCCT et du Conseil économique, social et environnemental CSE. Majoritairement au sein de cette commission, 16 députés de Benno Bokk Yakaar ont voté contre et 14 de Yewwi Wallu et non inscrits ont voté pour. L'examen du dit projet de loi va se poursuivre avec la tenue d'une séance plénière convoquée ce lundi 2 septembre 2024. Amsatou Gano pour plus de détails. L'Assemblée nationale a lancé le jeudi à travers l'ouverture de sa deuxième session extraordinaire de l'année 2024, le processus devant déboucher sur l'examen du projet de loi portant dissolution du Conseil économique, social et environnemental et du Haut Conseil des collectivités territoriales. Cependant, la commission des lois a rejeté le projet de loi portant suppression de ces deux institutions. En effet, lors de l'examen de ce projet, les députés du groupe parlementaire de Benno Bokk Yakaar se sont braqués, majoritairement au sein de la commission des lois, composée de 30 membres. Les 16 députés de la coalition de Benno Bokk Yakaar ont voté contre. Les 14 autres membres issus des deux groupes et du représentant des non-inscrits ont voté pour, a expliqué Mohamed Ayib Daffé dans un message partagé sur le réseau social X. Selon lui, cette proposition entre dans le cadre du raffermissement des réformes constitutionnelles, l'amélioration continue du processus de prise de décision des pouvoirs publics et la rationalisation systématique des charges de l'État, a-t-il défendu. Dans la foulée, il a fait savoir que l'examen du projet de loi se poursuivra avec la tenue d'une séance de plénière convoquée ce lundi 2 septembre 2024. Partageant son avis sur la question, Maître Moussa Diop explique que la majorité mécanique de Benno Bokk Yakaar veut tout simplement empêcher la dissolution des structures budgétivores et d'économiser une quinzaine de milliards de francs CFA. Face à ce blocage, il demande solennellement à Monsieur le Président de la République de convoquer le peuple souverain par un référendum pour réaliser l'unique tir à 4 cibles. Quant à la députée Adjara Mergane Kanouté, membre de la commission des lois, déclare que les députés de Benno Bokk Yakaar ont purement et simplement rejeté cette loi. Elle affirme d'ailleurs qu'ils vont reconduire le même vote. Et puis le ministre en charge de l'hydraulique et de l'assainissement du Sénégal, le docteur Cheikh Tidiane Dièye, a effectué samedi une visite du barrage hydroélectrique de Sambangalo dans le département de Kédougou, accompagné de son homologue bissau-guinéen Malam Sambou. Il a fait état des lieux du chantier avant d'annoncer la mise en place d'un audit pour identifier les causes du ralentissement des travaux. Il s'est exprimé au micro d'Aïssa Touba. Le Sénégal, par exemple, aura 48 mégawatts, la République de Guinée en aura 20, la Gambie en aura 14 et la République de Guinée en aura aussi 18. Donc, tous les pays auront leur part. C'est important pour les États au point de créer une société qui va gérer les outputs de ce projet de Malantali. Ça aussi, vous pouvez être rassuré là-dessus. Et juste pour vous dire, les conditions où le coût de l'énergie qui sortira de ce barrage, ça n'a rien à voir avec le coût actuel de l'énergie fossile. Il sera beaucoup moins cher, ce qui va accroître la compétitivité des entreprises et aussi pour les ménages qui pourront avoir un accès à l'énergie plus facile. Et aussi, avec les groupements et tous ceux qui sont impliqués, les entreprises, tous les ouvrages qui sont construits ici et toute la logistique autour du projet, nous allons tout faire pour que ça serve principalement les communautés qui sont dans la zone de Kédougou, une fois que le projet aura été terminé. Nous voulons redémarrer les choses, mais nous voulons le faire en connaissance de cause. Nous ne voulons pas seulement nous limiter à ce qu'on a trouvé, on nous dit qu'il faut payer un décompte, le payer et passer à autre chose. Non, j'ai demandé, et c'est sur instruction de Monsieur le Président de la République, que nos équipes techniques fassent l'évaluation et l'audit de tout le chantier. Vous avez vu vous-même de vos propres yeux tout ce qui a été fait. Mais on a beaucoup de retard et le retard doit être expliqué. Et mes équipes sont en train de travailler à nous expliquer le retard, à le documenter, à l'auditer, pour mettre sur ma table dans les prochains jours une note détaillée
sur ce qui explique ces retards, le pourquoi des difficultés, y compris dans le paiement, et c'est ça qui nous permettra de reprendre en connaissance de cause. Parlons religion, je vous l'annonçais déjà en titre, en prélude du Maoulit 2024 qui sera célébré dans quelques jours, la coordination de la cellule Zawiya Tijaniya a organisé une conférence de presse à Tivaouane pour délivrer le message du Khalif général des Tidjanes et établir les activités prévues. Ndella Ndiaye nous a représenté à Tivaouane. En préparation à la célébration de la nuit du prophète, la coordination de la cellule Zawiya Tijaniya a fait face à la presse. Une occasion saisie d'ailleurs pour faire l'annonce de la remise prochaine des clés à la mosquée ce 14 septembre. Les travaux ont touché à leur fin, donc on va remettre les clés au Khalif pour que ce dernier et ses frères puissent les récupérer. Tout le monde fait partie de la famille. Mais on a choisi le Khalif et ses frères pour cet honneur. Dès que ça sera fait, à partir de ce moment, c'est eux qui choisiront la date appropriée pour faire l'ouverture officielle. Face à une société humaine désincarnée, dominée par des passions et les pulsions, le thème de l'édition du Mawlud 2024 est inspiré du hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. J'ai été envoyé pour parfaire les nobles valeurs. ci tektalam ak yéeneem mu yabal nu man ak Serigne Habib mi ak Serigne Moustapha ak comité culturel bi nga xamante ni ñooy gëstu ak a saytu muy le comité scientifique jëm ci xew-xew bi nga xamante ni moo sàkku woon balaa ñëw ñu taamul ko tem mu tànn tem joxe ko mu nekk baat bi yonent bi abdul boppam wax ni boistu li utammima makaarimal axlaaq dañu ma yónni ngir ma mottali jikko càng yi. La communauté d'organisation en a profité pour lancer un appel à la prudence, une invitation faite aux transporteurs de convoyer convenablement les pèlerins à Tivaouane dans le respect du code de la route et de la réglementation des transports. Par ma voix, le comité d'organisation exhorte à tous les chauffeurs d'être prudents sur la route. Et d'ailleurs, c'est en ce sens que nous interpellons le gouvernement. Il faut aussi souligner la hausse des tarifs des bus. Nous aimerions que tout soit modéré. Le grand-père de Maodo disait qu'un fidèle Tidjane qui voudrait venir à Tivaouane mais qui rencontre des difficultés pour l'accomplir, il faudrait qu'il fasse tout pour venir. Parlons de la profanation du Kankourang, non à la banalisation de la culture mandingue. C'est le message porté par la dite communauté à l'occasion de la marche pacifique organisée avec la complicité de toute la population bourgeoise. Les mandingues veulent que leur culture, notamment le Kankourang, qui constitue un patrimoine mondial depuis 2008, soit respecté et sauvegardé. Mamadou Aïdara Diop, qui est le secrétaire général de la collectivité mandingue, s'est exprimé au micro d'Astou Sow Ousmane Biteye. Organiser une marche pacifique contre la banalisation du patrimoine universel que constitue le Kankourang. Les autorités nous ont accordé cela dans le calme, dans la stabilité et dans la sérénité. Les camarades se sont mobilisés avec le maximum de discipline. Nous avons déposé un mémorandum. La synthèse du mémorandum, c'est en fait rien qu'une demande de protection supplémentaire du patrimoine que nous partageons avec toute la ville de Mbour, toute la communauté de Mbour, le patrimoine mondial que constitue le Kankourang, patrimoine universel consacré par l'UNESCO. Et l'UNESCO a bien voulu faire de la ville de Mbour, parmi toutes les villes mandingues du monde, de la Guinée-Bissau, de la Gambie, de la Casamance, l'UNESCO a choisi la ville de Mbour pour en faire une des villes gardiennes depuis 2008. Ce statut, nous tenons à conserver ça comme nous l'ont légué nos ancêtres. C'est la raison pour laquelle nous nous offusquons de la prolifération des LEL qui manifestement détériorent l'ambiance organisationnelle que nous réalisons depuis 1904. Ça fait maintenant 120 ans. Nous avons la responsabilité de sauvegarder ce patrimoine, conjuguer nos efforts dans la coexistence pacifique avec l'ensemble des populations de Mbour, comme l'avaient fait nos ancêtres
pour que tout se passe dans la paix, dans la stabilité et dans la concorde. Merci mesdames et messieurs. Parlons de notre rassemblement. Il s'agit du rassemblement pacifique en soutien au peuple palestinien organisé ce samedi par l'Alliance nationale pour la cause palestinienne au Sénégal. Ousmane Sonko invite à un rassemblement de toutes les forces qui luttent pour la libération du peuple palestinien à travailler ensemble pour un isolement politique de l'État d'Israël. Des propos recueillis par Mansour Diassé. Dans la stratégie, il nous faut penser à être le plus large possible. Le président Senghor, qui a pris toutes les initiatives que nous saluons, il n'était pas musulman. Il n'était pas tenu de le faire. Pourtant, il l'a fait. Et depuis que cette nouvelle crise a démarré, les actions les plus visibles, je parle des plus visibles, je ne sais pas ce que font les pays arabes, mais les actions les plus visibles ont été initiées par l'Afrique du Sud, qui compte 2% de musulmans. Les actions les plus visibles ont été initiées par les pays d'Amérique latine, allant jusqu'à rompre radicalement les relations diplomatiques et à considérer qu'il s'agissait de génocide et de crimes contre l'humanité. Là où beaucoup de pays considérés comme musulmans sont restés affolés. Et c'est pourquoi la dimension politique dans le combat que nous menons est extrêmement importante. J'irai même beaucoup plus loin, puisque il y a matière, quelquefois, à relativiser la dimension religieuse. Des personnes, des milliers de personnes de confession juive ont violemment manifesté contre l'extermination qui se passe actuellement en Palestine. Nous l'avons vu aux États-Unis, nous l'avons vu en France, et quelquefois même de temps en temps en Israël. Et donc, il faut réunir tous ceux qui se disent non à cette injustice. Parlons d'actualité hors de nos frontières à présent. En Israël, les familles d'otages sont très en colère après la découverte dimanche 1er septembre des corps des 6 captifs du 7 octobre 2023. L'issue aurait pu être différente, affirment leurs proches, ce que confirme un cadre du Hamas. Les familles ainsi que la puissante centrale syndicale israélienne Tradout appellent à une grève générale. Ce lundi 2 septembre, le Premier ministre Benjamin Netanyahu lui promet de régler son compte au mouvement islamique du Hamas. Et puis parlons toujours de Gaza. La campagne anti-polio a officiellement été lancée ce dimanche 1er septembre dans le centre de la bande de Gaza, où l'ONU a pu annoncer des pauses humanitaires avec un important dispositif logistique. Khadifal nous a fait le point. La campagne de vaccination contre la polio a débuté ce dimanche 1er septembre à Gaza. Des pauses humanitaires ont permis aux équipes humanitaires de travailler dans l'enclave et de stopper la maladie après 25 ans d'absence. Cette campagne menée par l'UNICEF et l'OMS permet d'administrer plus de 1,2 million de doses pour faire passer le seuil de vaccination au-dessus de 90% afin d'endiguer la propagation du virus. Les autorités sanitaires du Hamas, aussi responsables d'une partie des vaccinations, dénoncent l'incertitude qui entoure la sécurité des équipes chargées de la campagne. Le ministre de la Santé à Hamas et les agences onusiennes ont listé 67 centres de vaccination dans les hôpitaux, dispensaires et écoles pour le territoire palestinien. Cette campagne annoncée par Israël et le gouvernement du Hamas vise à vacciner de 640 000 enfants âgés de moins de 10 ans dans le territoire palestinien. La deuxième dose de vaccin doit être administrée dans les 4 semaines qui suivent, précisait l'Organisation mondiale de la santé. Poursuivons avec l'actualité internationale. Parlons de la Chine. Le 9e sommet de Chine-Afrique s'ouvre demain à Pékin. En effet, les dirigeants africains répondent quasiment tous présents. Des dizaines de délégations et de nombreux chefs d'État et de gouvernement sont attendus dans la capitale chinoise jusqu'à vendredi. La Chine, qui fait de l'Afrique un pilier de la diplomatie, a renforcé ses liens avec le continent
investit actuellement et annuellement plusieurs milliards de dollars depuis 2015 dans des infrastructures comme les routes, les chemins de fer ou les ports, des parcs industriels. La Chine est également le premier partenaire commercial de l'Afrique avec près de 168 milliards de dollars de biens et services échangés au premier trimestre de cette année 2024 après un montant record l'année dernière. À présent, parlons de l'actualité sportive. Phase nationale, l'ONCAV réorganise le calendrier de ses matchs. L'organisme international de coordination des activités de vacances, ONCAV, a décidé de réorganiser le calendrier des matchs à partir de ce mois de septembre avec des matchs le jour et des rencontres la nuit pour mieux gérer l'affluence des supporters. Écoutons à ce propos Mohamadou Moustapha Ning, le vice-président de l'ONCAV au micro d'Abdoulaye Dieye. Lors de la première journée, nous avons eu le privilège d'assister à une affluence massive de supporters. Cette mobilisation exceptionnelle témoigne de l'enthousiasme contagieux et de la passion inébranlable de notre jeunesse pour le sport et pour le navétane. Toutefois, cette affluence record a mis en lumière des défis significatifs, notamment en matière d'infrastructures sportives et de sécurité. En effet, la capacité actuelle du stade ne permet pas d'accueillir la totalité des supporters des ASC, créant ainsi des situations d'insécurité préoccupantes. Cette situation a rendu nécessaire l'intervention des forces de l'ordre pour garantir la sécurité de tous les spectateurs présents. Conscient de l'importance de prévenir tout risque et de garantir des conditions optimales pour le déroulement des compétitions, nous avons pris, lors de la réunion d'évaluation, des mesures concrètes. Ainsi, à partir de ce 1er septembre, l'ONCAV a décidé de réorganiser le calendrier des matchs. Désormais, les rencontres seront réparties en 2 phases. 2 matchs en dur et à partir de 15 h et 2 matchs en nocturne à partir de 21 h. Cette répartition vise non seulement à mieux gérer l'afflux des supporters, mais aussi à assurer une expérience sécurisée et agréable pour tous. Merci Abdoulaye Dieye. Mesdames et messieurs, c'était tout pour ce 20h, la bonne heure de la bonne info. Merci de l'avoir suivi. Nous remercions toute l'équipe technique ainsi que toute la rédaction de Global Télévision. Vous, téléspectateurs de Global Télévision, nous vous demandons de poursuivre nos programmes sur Global Télévision et nous vous souhaitons